pour, au fond, revenir effectivement à de la clinique à partir de l'expérience que j'ai. Alors, je ne suis pas spécialiste de la douleur. Mon créneau, c'est plus troubles des conduites alimentaires. C'est aussi les problématiques des jeunes qui se scarifient, qui se mutilent, dans des problèmes de souffrance d'abord psychiques et qui vont par la suite se déplacer sur le corps. Et donc, lorsque le docteur Obadia m'a demandé de venir parler de la douleur, je me suis dit, mais je ne suis pas un spécialiste de la douleur. Par contre, peut-être que les travaux qu'on fait à Lille sur les approches psychocorporelles auraient peut-être une porte d'entrée, en tout cas un éclairage un petit peu différent sur la question de la prise en charge de la douleur. Et c'est un peu comme ça que j'ai proposé d'aborder cette thématique cet après-midi et de l'aborder avec une situation que j'ai appelée la douloureuse histoire de Victor. Et je vais d'abord vous parler de Victor, et puis ensuite on va un petit peu décliner les approches que l'on a proposées pour ce jeune patient, comme on l'a fait pour d'autres patients. Alors Victor, c'est un jeune, il a une vingtaine d'années, il est étudiant en histoire de l'art, il redouble pour la xème fois son année, et il a une histoire effectivement particulièrement douloureuse parce que Victor, quand il avait 8 ans, a vu sa maman se défenestrer sous ses yeux. Ce n'était pas un suicide, c'était une défenestration parce qu'elle était ivre et qu'elle a confondu la porte-fenêtre avec la balustrade de la porte d'entrée, et donc elle est tombée du 7e étage de son immeuble. Et Victor, depuis ce jour-là, avait fait une sorte d'amnésie de toute son histoire passée. Il avait substitué cette douleur morale par des souffrances corporelles qu'il s'infligeait, en particulier à partir de scarifications, de tentatives de suicide, d'automutilation. Il avait aussi développé de graves troubles alimentaires, alternant anorexie, boulimie, vomissement. Et au fond, ces comportements autodestructeurs étaient une manière de canaliser une douleur sur le corps qui, pour lui, devenait à ce moment-là plus gérable que la douleur psychique qui lui était insupportable. Le traumatisme de sa mère qui s'était défenestrée lui était insupportable et avait, au fond, mis une croix sur tout son passé d'avant. Son histoire commençait de manière presque récurrente sur ce trauma qu'il essayait par tous les moyens de pouvoir refouler, mettre à distance, s'empêcher de penser. Et au fond, il s'était aussi mis à consommer de manière outrancière du cannabis et de l'alcool parce qu'il avait trouvé là les produits antalgiques de sa souffrance et morale et physique qu'il utilisait de manière extrêmement importante. Pourquoi l'histoire de Victor est intéressante ? Parce que, au fond, l'histoire de ce patient rappelait ce qui pouvait se passer chez des patients douloureux, à savoir que la douleur est tellement importante que d'une certaine manière, il n'y a plus accès aux souvenirs autobiographiques. Il y a un fonctionnement de la pensée qui se rigidifie, qui tourne en boucle, qui est complètement focalisé sur la souffrance et les moyens de l'éviter, et qui, d'une certaine manière, fait perdre au cerveau toute sa plasticité qui, comme en témoignaient les présentations, soit de danse, soit la création humoristique que vous avez faite, montre combien, lorsqu'on est plus léger, on peut, à ce moment-là, permettre au cerveau d'être dans sa pleine épanouissement créatif, sa capacité à pouvoir penser, créer, imaginer, avoir aussi un accès à tous ces souvenirs sur lesquels on s'est construit. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est parce qu'on a un passé que l'on peut vivre le présent et se projeter dans l'avenir. Quand vous êtes face à un patient douloureux, complètement enfermé dans sa souffrance, alors il est dans cet instantané douloureux qu'il essaye de suivre en permanence. Il n'a plus de passé, donc il n'a plus d'avenir qui lui sont possibles.
Alors, ce qui était intéressant chez Victor et qui a été un peu le début de notre réflexion par rapport à des soins qu'on a mis en place, c'est que dans le service, on a développé toute une pratique d'olfactothérapie, c'est-à-dire qu'on a un outil extrêmement puissant que sont les odeurs. On est capable aujourd'hui de fabriquer toutes les odeurs qu'on peut imaginer. Si vous allez devant la boulangerie Paul de Aix-en-Provence et que vous sentez la bonne odeur de croissant, ne vous y fiez pas, ce n'est pas le croissant, c'est une odeur synthétique qui rappelle le croissant, et tout peut être à l'avenant. Et donc, chez Victor, il s'est trouvé que dans ce jeu olfactif, on était tombé sur une odeur particulière qui était le patchouli. Et le patchouli était l'odeur que portait sa maman lorsqu'elle était vivante. Et là, ça a réveillé quelque chose chez Victor d'une émotion importante. Et du coup, on a utilisé ce véhicule-là, qui est l'odeur du patchouli, pour essayer de retravailler sur l'histoire de Victor. Alors, on l'a fait dans un contexte un peu particulier parce que, je vais en parler juste après, mais on a développé un soin très enveloppant avec une musique relaxante, avec des couvertures chaudes, avec voilà, une lumière tamisée qui permet de faire une sorte de régression du patient dans quelque chose de très coucounant. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a utilisé chez Victor le patchouli. Et le patchouli a eu ce pouvoir assez magique de le reconnecter à l'histoire de sa mère. De le reconnecter à l'histoire de sa mère, non pas sur le traumatisme de la défenestration, mais de le reconnecter à l'histoire de sa mère sur ce qu'il avait vécu de bon avec elle avant ce traumatisme. Ce qu'il fallait savoir, c'est que la maman de Victor avait été une maman extrêmement dévouée, tout à fait, entre guillemets, normale, vivant des relations très chaleureuses avec ses enfants. Et malheureusement, un beau jour, elle est tombée sur un gars qui était un fêtard noceur, qui l'a embarqué dans une sorte d'alcoolisme mondain à travers une vie festive, dans laquelle elle s'est extrêmement rapidement dégradée jusqu'à cette défenestration. Mais avant ça, c'était une maman très chaleureuse, très présente, qui partageait beaucoup de choses avec ses enfants. Et avec l'odeur du patchouli, dans cet environnement un peu régressif, Victor a pu reconnecter ses souvenirs de petit garçon. Les moments où, quand il partait au Touquet, qui est une station balnéaire du Nord, avec sa maman, elle lui racontait des histoires, lui offrait des glaces, faisait des tours de manège, vivait des moments extrêmement chaleureux avec cette maman-là. Et du coup, progressivement, il avait pu, à la fois à travers ses souvenirs, se mettre à vivre le manque de sa mère, en disant bah tiens, je suis rentré à la fac ce matin et c'est la première fois que j'aurais envie d'avoir ma mère à côté de moi pour lui expliquer la rentrée, la fille à côté de moi qui m'avait bien plu et dont je n'ai pas osé aborder parce que je suis trop timide. Et progressivement, Victor a pu faire ce cheminement, ce travail de deuil qui, au bout du compte, aujourd'hui, l'a amené à pouvoir vivre quelque chose d'un homme qui vit tout à fait épanoui. Il a depuis une femme avec qui qui avait déjà 2 enfants dont il s'occupe de manière extrêmement, j'allais dire, adaptée et assumant toute sa paternité. Et donc, je trouvais important de faire cette similitude entre douleur morale, douleur physique, et la manière dont ces douleurs peuvent augmenter les problématiques liées à ce phénomène nociceptif, j'avais envie de dire. Sur les travaux récents qui sont faits autour des approches cognitives, il y a beaucoup de travaux qui montrent combien les processus douloureux, que ce soit des processus psychiques, que ce soit des processus somatiques, combien les psychotraumas ont un pouvoir extrêmement délétère sur les mécanismes de pensée. Ce qu'on sait, c'est que ces douleurs-là ont une capacité d'abord à augmenter le stress, à entretenir la dépression, à générer chez les individus des difficultés importantes pour résoudre leurs problèmes au quotidien, et que ces ruminations douloureuses les amènent aussi à être en grande difficulté pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc on est vraiment sur des systèmes qui viennent en quelque sorte bloquer de façon extrêmement stérile le fonctionnement cérébral et qui d'une certaine manière les coupent de cette dimension temporelle, les coupent du passé, les coupent de l'avenir,
ne le font vivre le présent que de manière extrêmement douloureuse. C'est sur ces prémices-là qu'on a repris un soin avec des patients qui présentaient, alors on n'est pas spécifiquement sur des douleurs somatiques, mais plus sur des psychotraumas qui ont généré des douleurs psychiques importantes, mais avec des conséquences aussi importantes sur, par exemple, les passages à actes suicidaires, les scarifications, les automutilations, qu'on a appelé un soin à médiation multisensorielle, qui va d'abord s'appuyer sur le véhicule principal qu'est l'odorat. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'odorat, qui est le sens le plus oublié dans notre pratique, est probablement celui qui est le plus intéressant. C'est le plus intéressant parce qu'il a deux voies de projection. L'une sur le cortex qui fait appel à tout un travail d'élaboration complexe, mais qui est retardé dans le temps par rapport à ces projections au niveau de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, au niveau de la voie limbique, avec au niveau du système limbique le siège d'une double composante qui est la mémoire et l'émotion. Il n'y a que l'odeur qui est capable de produire ça. Ça m'est arrivé, je dis ça souvent à mes étudiants quand je présente un peu sur mon histoire, je leur dis, quand j'étais adolescent, j'étais amoureux, platonique et fou d'une jeune fille qui était inaccessible mais qui avait une odeur incroyable, un parfum incroyable. Et quelques 15 ans après, dans un magasin, je retombe sur la même odeur qui me prend véritablement au cerveau et qui vient redéclencher les mêmes émois que j'avais éprouvés 15 ans auparavant, alors que je n'y pensais plus depuis 15 ans et que nos chemins s'étaient depuis longtemps séparés. C'est vrai, quand vous avez une personne que vous avez aimée qui a disparu, et si cette grand-mère qui avait une odeur très spécifique, vous allez ressentir cette odeur-là à un moment, peut-être 15 ou 20 ans après son décès, vous allez réveiller là aussi les mêmes émotions qui sont beaucoup plus complexes que le simple souvenir, parce que l'odeur réveille des émotions et des mémoires qui sont liées avec des représentations tactiles, visuelles, des atmosphères, des choses qui sont extrêmement riches. Et donc, à partir de ce véhicule qui est l'odeur, à partir aussi de travaux que je ne vais pas reprendre ici, mais qui ont été faits en particulier sur les enveloppements, ce qu'on appelait le packing, on a conçu un soin dans lequel on s'est dit, si on arrivait à créer une ambiance suffisamment sécurisante chez des patients qui sont insécurisés par leur souffrance, si à partir de ce moment sécurisant, on arrivait à utiliser l'odeur comme un véhicule qui permettait de reconnecter des souvenirs anciens et donc de repositionner notre sujet sur une temporalité, alors peut-être qu'on pourrait apaiser ou améliorer ou diminuer les souffrances que les patients peuvent ressentir. Et donc, on a imaginé un soin qui se passe en plusieurs temps. Donc, un premier temps, c'est on explique au patient ce qu'on va lui proposer comme soin et on fait une première sélection d'odeurs à partir d'une banque d'odeurs que nous possédons. Je vous disais tout à l'heure, on peut avoir toutes les odeurs possibles qui peuvent être fabriquées facilement par des laboratoires. Donc, on va sélectionner les odeurs positives que les patients reconnaissent à travers cette banque d'odeurs. Voilà un ensemble d'odeurs qu'on a, par exemple, qui peuvent être vraiment de tous les horizons, depuis les odeurs alimentaires, odeurs de goudron, baume du tigre, pharmacie, col Cléopâtre qui rappelle l'amande, etc. Et une fois qu'on a sélectionné les odeurs avec le patient, une fois qu'on a expliqué comment le soin va se dérouler, alors on va mettre en place des séances qui vont durer à peu près 1 heure. On peut faire 1-2 séances par semaine. Dans un premier temps, le patient arrive dans une pièce où sont disposées sur un grand matelas 7 serviettes qui vont servir à envelopper le patient. Ce sont des serviettes qui sont chauffées par des noyaux de cerise. On va aussi pouvoir utiliser les noyaux de cerise. À Lille, il fait plus froid qu'à Aix, donc là, pour le coup, les patients ont souvent les extrémités très froides, contrairement à votre infirmière qui est très chaude.
Et pendant qu'on prépare les serviettes, le patient se déshabille, se met en tenue légère avec une petite culotte, un soutien-gorge. Voilà. Le patient s'allonge sur le matelas. Souvent, il demande à répartir les noyaux de cerise sur des endroits un peu spécifiques, le ventre, les extrémités, les mains. Et puis, on va envelopper, comme on le faisait avant dans les langes de bébé, le patient. On va le saucissonner avec ses serviettes, avec le drap, avec la couverture. Et on va, à partir de là, baisser la lumière. On a une lumière tamisée. On a des musiques, des disques qui sont dédiés à la relaxation. On va disposer les soignants, parce qu'en général, on est 2 ou 3. Il y a un psychologue ou un médecin qui est en présence de l'interne, d'une infirmière ou d'un infirmier. Donc on se dispose à une distance raisonnable des patients. Et puis, voilà, on va les embarquer sur 1, 2 ou 3 odeurs pendant la séance. L'exemple de Victor, c'est on l'embarque sur le patchouli. Et puis là, tout doucement, on l'amène à parler de sa mère, de ce qui s'est passé avant ce traumatisme, de ce qu'il avait pu vivre. Alors, il y a des situations qui sont très étonnantes par rapport à ce soin, parce que le principe aussi, c'est que tous les soignants sentent la même odeur que sentent les patients pendant la séance. L'exemple qui me vient là comme ça, c'est l'odeur du café. On a une odeur de café, c'est pas le vrai café, c'est plus, vous savez, les moulins à café en bois des grands-mères. Il y a un petit tiroir, puis il sent le café un peu passé, enfin, qui a une odeur particulière. Et cette odeur de café sent cette odeur-là. Et lorsque les patients parlent du café, systématiquement, ils parlent de la cuisine de leur grand-mère, de ce moulin à café. Et tous les soignants qui sont là se projettent eux-mêmes dans la cuisine de leur grand-mère avec le même moulin à café. Et il y a une sorte de communauté qui se fait, qui crée pour les psychanalystes une condition transférentielle et contre-transférentielle très particulière qui permet vraiment d'aborder en confiance les histoires des patients qui sont parfois des histoires qui sont traumatiques. Et donc, une fois qu'on a avancé, donc c'est des moments qui peuvent être très chargés en émotions, c'est aussi le boulot des psys, de pouvoir canaliser, de pouvoir temporiser, de pouvoir aller ou faire un peu machine arrière quand on sent que l'émotion est trop forte. Et puis, une fois qu'on a terminé la séance, on va désenvelopper le patient, on va souvent passer par un moment de friction avec une pommade, avec une huile essentielle pour pouvoir tout doucement le ramener sur la réalité matérielle du dehors. Et puis on va toujours prendre un temps, ce qu'on appelle de débriefing, durant lequel on va essayer de voir ce qui a été positif, les sensations qui ont été vécues. Et puis on va programmer la prochaine séance. Donc on peut comme ça faire des séances à raison de 2 séances par semaine pendant, on peut faire 10, 15, 20 fois, peu importe. Ce dont je peux témoigner, c'est vraiment le côté extrêmement plaisant de ces séances, en particulier chez des gens qui sont en grande souffrance et qui progressivement permettent de pouvoir s'ouvrir à une vision de leur vie qui se réinscrit dans cette notion de temporalité. Le maître mot pour moi, c'est vraiment cette notion de réinscription dans le temps chez des gens qui sont centrés sur l'instantané douloureux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que dans l'hôpital, on a aussi développé, avec l'aide de la CME qui nous a missionné sur les alternatives aux médicaments, un groupe de travail qui est chargé aussi de réfléchir sur les protocoles pour utiliser les huiles essentielles, pour le sommeil, pour l'angoisse, pour redonner du courage. Tout un travail aussi autour de pratiques comme la fasciathérapie, comme le massage, etc. Je m'arrête sur ça. Il y aurait plein de choses à dire sur toutes les choses qu'on peut inventer. Ce qui me paraissait plus intéressant aujourd'hui en vous présentant ça, c'était au fond de vous parler d'une approche qu'on a développée, non pas pour la présenter comme un manuel, mais plus pour ouvrir à des possibles. C'est-à-dire comment, par exemple, avec l'olfaction, il est possible de créer toute une série de soins qui peuvent être extrêmement intéressants pour vos patients douloureux. Voilà, je vous remercie.